Alors, le fichier. Non. Ah, on a repris, je ne sais plus où on en était dans notre partage d'écran. Je repartage l'écran. Ouais. Hop, hop, hop. Je sais aussi, ça va disparaître. Voilà. Donc, on en était aux travaux. Donc, les fonds de travaux, effectivement, vous pouvez les utiliser dans l'année. Donc, l'obligation de créer un compte, elle existe, mais il n'y a pas de sanction derrière. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Ok. Ok. C'est partie des obligations sans sanction. Ok. Alors, à partir du budget que vous avez voté, par contre, c'est pour ça que c'est important de fournir les 5 annexes, parce que la troisième annexe, ce sont les dépenses par clé de répartition. Et on dit de base que finalement, les appels, bien sûr, sont faits pour rappeler aux gens ce qu'ils doivent verser, mais qu'en réalité, dès qu'on a voté le budget, ils sont en capacité, s'ils ont les 5 annexes, bien entendu, ils sont en capacité de calculer eux-mêmes leurs appels et que même si vous ne faites pas d'appel, ils doivent les verser spontanément. Ça, c'est une règle que certains copropriétaires n'avaient pas payé. Ils s'étaient dit, ah ben moi, on ne m'a pas appelé, donc je n'ai pas payé. Et là, le tribunal les a sanctionnés en disant, mais non, vous avez les capacités, si vous avez les 5 annexes, vous avez capacité à calculer votre quote-part, c'est à vous de la verser spontanément. Que l'appel vienne, tant mieux. S'il ne vient pas, vous devez le verser. Donc, logiquement, dans tous les règlements, il est prévu de découper le budget en 5 trimestres, enfin en 4 trimestres. Et donc, à Ouais, nous, partir c'est ce qu'on fait. Et lors de l'AG, au moment où on fait voter le budget, on présente en fait les appels de fonds par copropriétaire, ce que ça va représenter selon les dates, en fonction du solde de chacun l'année antérieure. Et voilà. Donc, normalement, ça ne pose pas de problème, puisque les appels, c'est le budget divisé par 4. Et ensuite, ouais, on y affecte le solde N-1, ça. M mois. Donc, effectivement, s'ils sont à jour du dernier trimestre, bah, ils n'auront rien, ils auront zéro. S'ils ne sont pas à jour, bah, ils auront le trimestre premier, plus le deuxième, et ainsi de suite, sur chacun des trimestres. Sachez que les appels non versés, il faudrait, pour bien faire, adopter, alors si ça se passe bien chez vous, tant mieux, mais il faudrait quand même adopter ce qu'on appelle un protocole de recouvrement qui indique que au bout d'un mois de retard sur un appel, donc un trimestre, on fait une relance. Au bout de 2 trimestres non payés, on fait une mise en demeure. Et au bout de 3 trimestres, on fait une requête en injonction de payer. C'est un document qu'on envoie au tribunal pour dire, voilà, j'ai 3 mois de retard et je demande une ordonnance d'injonction de payer que vous obtiendrez sans qu'il y ait d'audience ni rien du tout. On vous l'enverra par courrier. Et à partir de là, cette ordonnance, vous allez la donner à un huissier pour qu'il la signifie à la personne qui doit de l'argent. Après, il répond. S'il n'est pas d'accord avec les montants que vous réclamez, eh ben, il pourra contester. Mais en attendant, s'il ne répond pas, il sera dans l'obligation de payer et l'huissier ira les saisir sur son compte. Ok. Donc, c'est pour ça que le protocole, c'est important de l'avoir parce que ça oblige le syndic à faire très rapidement les relances et à éviter de se retrouver dans des montants, notamment 10 000 euros, où là, vous êtes obligé de passer par un avocat. Tout ce qui est en dessous, vous pouvez le faire vous-même par courrier. Tout ce qui est au-dessus, vous êtes obligé de passer par un avocat. Et alors, ça veut dire des procédures à 4-5 ans. Donc, c'est infernal. C'est ingérable. Donc, il vaut mieux rappeler très rapidement les impayés et les envoyer directement en ordonnance le plus tôt possible. Ok. Ensuite, les provisions. Alors oui, bien sûr, les provisions sont détaillées. Hein. C'est pas, on ne dit pas, voilà, madame, vous devez tant. Hein. C'est normalement une page dans laquelle vous mettez le tantième de la personne, l'adresse, le numéro du lot. Vous lui donnez le détail des dépenses. Alors, en général, on donne le détail par clé de répartition. Par exemple, ceux qui ont des charges générales, un ascenseur et un chauffage doivent avoir au minimum 3 lignes pour que les gens puissent reconstituer et vérifier les lignes. Quand on n'a rien de tout ça, on a juste, effectivement, alors l'idéal, ce serait de mettre eau, EDF, etc. Mais sinon, si vous mettez charge d'appel général, ça suffit quand on n'a pas de tantième en dehors des tantièmes généraux. On n'a pas de tantième spécifique. D'accord. Ok.
Ah oui, alors bien sûr, en comptabilité, on les met en 701 quand il s'agit des charges courantes et on les met en 702 quand il s'agit des travaux. Mais ça fait partie des règles générales de comptabilité. Donc, la copropriété ne sort pas du lot. Elle répond exactement aux prescriptions de la comptabilité générale. Donc, ce budget prévisionnel, normalement, euh, il doit être voté donc, chaque année. Bah, alors vous, comme vous n'avez pas de maquette, il faut qu'il soit voté avant le début de l'exercice. C'est-à-dire que là, vous êtes en 2023, ça veut dire que le budget 2024, vous devez le voter au plus tard en décembre, pour qu'il puisse être applicable en 2024. Sinon, théoriquement, on est bien dans la théorie, vous ne pourriez pas faire d'appel en janvier 2024. Alors maintenant, il y a très peu de copropriétaires qui connaissent la règle. Donc, si vous envoyez l'appel après une assemblée qui a voté au mois de janvier, ça ne changera pas grand-chose. Mm. Mm. Alors, Ok. on rappelle que ce sont des provisions, donc ça n'a rien à voir avec la répartition, mais qu'il faut bien qu'à un moment donné, la répartition, elle arrive. Parce que là, par exemple, nous sommes en 2023, début 2023. Ça veut dire qu'on doit adopter les comptes 2022. On doit faire une assemblée générale avant la fin de l'année pour adopter les comptes 2022. Imaginons qu'on la fasse en juin. Juin, vous avez déjà fait l'appel de janvier et l'appel d'avril. Et vous allez préparer l'appel de juillet. Donc, si votre assemblée générale, elle a lieu par exemple le 15 juin et qu'elle adopte les comptes 2022, ça veut dire que vous devez faire la répartition. Normalement, elle doit être faite avant, mais vous avez fait la répartition au 15 juin et que dans l'appel du mois de juillet va figurer le montant de la répartition de juin qui n'a pas pu être payé puisque vous venez juste de l'appeler, donc le solde du copropriétaire sur l'année précédente, plus l'appel de juillet et plus éventuellement des appels de janvier et d'avril qui n'auraient pas été payés. Oui, pour nous, c'est OK ça. Oui, c'est bon. Donc ça, c'est bon. OK. Alors là, normalement, quel que soit le règlement de copropriété, l'appel de provision est exigible au 1er au 1er jour de chaque trimestre. Ça veut dire que même si vous envoyez l'appel au 15 janvier, l'appel est quand même redevable à partir du 1er janvier. Après, on ne joue pas sur les dates puisqu'on parle plutôt par trimestre et qu'il faudrait attendre le début du deuxième trimestre pour constater qu'elle n'a pas payé le premier. Et puis après, j'ai mis quelques exemples d'anomalies qu'on peut retrouver sur les annexes, mais vous, ça vous concerne peu puisque vous ne les utilisez pas pour l'instant. C'est Donc, c'est ça. pour détecter rapidement, en moins de 5 secondes, pouvoir répertorier toutes les anomalies qu'on est susceptible de rencontrer dans une comptabilité de type annexe. Mm. Voilà, bon, le journal, ça, vous le connaissez, et c'était des Ouais. éléments qui permettaient de reconstituer les anomalies. Après, vous OK. avez une répartition. Ça, par contre, vous devez l'avoir parce qu'en fait, c'est ce que vous présentez quand vous présentez les comptes. Vous présentez les comptes et le projet de répartition. Mais vous ne l'avez pas appliqué encore. Donc, si l'Assemblée vote les comptes 2022, vous avez déjà le relevé des copropriétaires. Il va falloir l'individualiser pour envoyer à chacun la feuille qui lui correspond. Si c'est rejeté, bien entendu, on n'applique pas la répartition. On l'a. On l'a. Ouais. Et là, donc, j'avais fait une liste rapide des clés de vérification qui permettent, aller en moins d'un quart d'heure, parce qu'il ne faut pas non plus passer sa vie sur le contrôle des comptes, parce que sinon, après, c'est disproportionné par rapport aux résultats. C'est les éléments nécessaires pour faire une vérification rapide. La balance, le grand livre. Alors, la balance, c'est moins intéressant parce que c'est synthétique, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, le grand livre, le relevé bancaire. Alors, la balance, si, ça pourrait vous aider quand vous n'avez pas d'annexe 2. Parce que dans l'annexe 2, nous, on a un compte de gestion dans lequel on a le détail par nature. Par exemple, on a eau et on a le comparatif N-1 et N de l'eau. Ce qui fait qu'en regardant le document, on est capable tout de suite de détecter qu'il y a un écart sur un Nous poste. aussi, on a ça et c'est un bon moyen de contrôle aussi. Voilà, c'est un moyen visuel très rapide pour voir Ouais. effectivement où peuvent se trouver des anomalies. Soit en moins, soit en plus d'ailleurs. Mm. Ensuite, on a la vérification de la banque. Là, il faut avoir les relevés. Le solde des copropriétaires, ça correspond à la répartition. En fait, répartition plus appel de l'année. Les fournisseurs, dans les mêmes conditions que tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on va vérifier d'abord sa situation, la situation du fournisseur dans le grand livre et on la compare avec le poste 401 qui se trouve dans l'annexe 1 que vous n'avez pas, mais que vous devez avoir sous une autre forme. On vérifie qu'on a bien le bon montant. Et ça sert pour soi et ça sert aussi pour les copropriétaires à vérifier. Après, on vérifie aussi les reports N-1 parce que tant que vous n'avez pas adopté les comptes 2022, par exemple, vous avez des reports à nouveau de 2021 sur 2022, 2022 sur 2023, qui sont des reports provisionnels. Ils ne sont pas définitifs. Ceux Oui, oui. qui n'ont pas payé, par exemple, le troisième appel,
ils ont un reliquat d'un appel, mais peut-être qu'ils sont à jour parce qu'en fait, vos dépenses étaient inférieures. Et donc, forcément, pour les 2 premiers appels, les reports sont provisionnels, donc ne sont pas définitifs. Donc, ça ne sert à rien de leur réclamer ces sommes-là avant d'avoir fait le vote des comptes et la répartition. Ouais. Et ensuite, bah, vous avez les comptes d'attente, malheureusement, ça arrive d'avoir des sommes dont on ne sait pas d'où elles viennent, où on n'a pas encore identifié qui les avait réglées. Par exemple, des gens qui font un virement et qui ne mettent pas le nom. Dans mon boulot, ça m'arrive, mais là, non, là, on sait exactement, au centime près. Voilà, bon. Après, quand on a très peu de copropriétaires et que les montants sont différents les uns des autres, c'est assez facile de savoir qui a payé, qui n'a pas Ouais, payé. ouais, nous, c'est Donc, quand vraiment vous avez simple. 300, oui, mais quand vous avez 300 virements et qu'il y en a un qui ne met pas son nom sur le virement, là, et qu'il y en a au moins une bonne vingtaine qui ont le même montant, c'est impossible de savoir. Tant que la personne ne s'est pas manifestée, on sait qu'il y a 20 personnes qui pourraient avoir répondu, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on le met en compte d'attente le temps qu'ils se manifestent. Et il y a certains ne se manifestent jamais, hein. Moi, j'ai des comptes d'attente des fois qui durent depuis 5 ans parce que les gens ont payé, mais n'ont pas réalisé qu'en fait, on leur avait pas imputé sur leur compte. Et donc, ils sont là en attente d'attribution. L'annexe, ben voilà, donc la comptabilité est terminée, Ok. puisque j'avais une annexe 3, mais vous n'êtes pas concerné par les annexes. Bah, merci beaucoup, ça nous donne pas mal de clés. Il y a des petites choses que nous, on va pouvoir utiliser et qui nous confortent un petit peu dans le fait je pense qu'on ne tient pas trop mal les coups. Par rapport à ce que vous nous avez dit, ça correspond assez bien. On avait un doute sur le fonds de réserve, fonds de travaux, etc. Donc là, ça clarifie bien les choses. D'accord. Euh, ah, on a eu une discussion assez longue à la dernière AG sur tout ce qui était obligation d'une copropriété au jour d'aujourd'hui pour ce qui est du diagnostic énergétique et de ce qu'on est censé faire en fait. Est-ce qu'on a des obligations et qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, moi, je vous conseille de lire la dernière lettre d'info que j'ai envoyée parce que toutes ces informations figurent dans la lettre d'info. Alors, je ne sais pas si vous la recevez. Si on Normalement, la reçoit. chaque Bah, le, début de mag- mois, il y a une le lettre. magazine, le magazine CoPro. Non, pas le magazine. Le magazine, c'est une fois par semestre, donc c'est Ouais, décalé dans le temps. Là, vous ouais. avez tous les débuts de mois, alors peut-être pas pour le mois d'avril, parce que je ne sais pas si je l'ai encore envoyé, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais en tout cas, tous les mois, et en tout cas au mois de mars, il y avait une lettre d'info qui donnait justement cette indication sur les dates de mise en application des diagnostics. Et vous, normalement, vous êtes concerné qu'à partir de 2025. D'accord, Mais d'accord. je vous recommande Et de lire les indications des 2 dernières lettres d'info parce que justement, on a rappelé le calendrier pour chacune des strates de copropriété. je me rappelle pas Est-ce que vous pourriez vérifier pour la copropriété La Cerisette qui Alors, reçoit ces, euh, je ne sais ces pas. lettres d'information. Quel est votre numéro d'adhérent? Ah, tu l'as, le numéro Ben, de- l'adresse, sinon l'adresse. 45 rue Henri Barbus. Voilà, je vous ai. Voilà, Sénéchal Copro, c'est ça. Ah ben, moi, je l'envoie à personne parce que vous m'avez donné aucun mail. Ah, ok. Ah, bah, d'accord. Donc, il faut qu'on vous donne un mail. Oui, et puis Je- du coup, je vous enverrai les lettres d'info depuis le mois de janvier. Parce que... Eh ben, volontiers. Alors, je vous donne le mien, c'est Annick, Attendez. A2NICK. Oui. Alors, allez-y. Alors, A, A2N en minuscule, A2NICK, Annick, I, C. Sénéchal, ouais, Attendez. c'est K, A, 2 L, A, 2 N, I, C, K. oui, Sénéchal, SENECHAL, Oui. @free.fr. Ah ben, c'est normal que vous n'ayez pas reçu les Free, lettres. ouais, free. Ah bah génial, bon, c'est Et bien je que vous vais vous nous en les parliez. envoyer. Je vais vous C'est les des... envoyer depuis janvier. Et comme ça, vous Ah bah verrez le volontiers, calendrier merci des beaucoup. interventions. Ah génial, merci beaucoup. Après, Super. cette information, je l'avais quand même trouvée dans le magazine de Mise aux Oui, on Normes, les là. répète. On les répète souvent parce qu'on sait que tout le monde ne lit pas tout et que même quand on lit, des fois, on ne retient pas. Donc, on a dans les revues, effectivement, des nouvelles informations. Est-ce que nous, on aimerait bien faire un diagnostic énergétique de l'immeuble parce qu'on sent qu'on a on se considère pas encore comme passoire thermique, mais on sent qu'on a certainement des axes d'amélioration. On aimerait bien en tout cas avoir un diagnostic de où est-ce que ça pêche et qu'est-ce qui serait le plus urgent de faire pour Alors, conserver. vous avez au jour d'aujourd'hui, mais je l'avais mis dans une de mes lettres d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les seuls diagnostiqueurs assermentés, donc certifiés, sont les diagnostiqueurs de DPE pour les appartements.
il n'y a pas, il n'y a pas d'expert certifié pour l'isolation des immeubles. Bien sûr, vous pouvez demander à un diagnostiqueur de DPE de vous faire un diagnostic énergétique de l'immeuble. Oui, Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de liste parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la nature des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir déterminer ce type de diagnostic. Alors, d'après d'accord. ce qu'on m'avait dit, la liste pourrait sortir au mois d'avril. Pour l'instant, je n'ai pas vu trace de cette liste, donc je pense qu'elle est encore en réflexion, parce qu'en fait, il faut, pour pouvoir certifier un diagnostiqueur énergétique, il faut avoir identifié les points sur lesquels il y a une possibilité d'amélioration. Et D'accord. ça, pour l'instant, ça n'a pas été défini par l'autorité de certification. D'accord, ok, ok. Donc là, normalement, si on souhaite le faire, ça veut dire faire appel à un diagnostiqueur DPE à qui on peut par exemple demander de faire le tour des appartements, donc avoir un devis en fait global en fait pour tous, qu'on se répartit et lui poser la question de voir s'il peut avoir un avis en tout cas sur Un le avis, il vous le donnera, mais cet avis ne vous servira à rien. Vous savez que maintenant, le diagnostic énergétique, il est obligatoire quand vous voulez recevoir des subventions. Cet avis-là ne sera pas valable, puisque pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit certifié. Et pour l'instant, il n'y a pas de certificateur. Donc, de deux choses l'une. Ou vous lui demandez, parce que ce sont deux niveaux, ou vous lui demandez un DPE pour les appartements, pour chaque appartement. Et dans ces cas-là, effectivement, il va vous dire, pour les appartements, à quel niveau de, donc est-ce qu'ils sont classés en A, B, C, D, E, F. Pour l'immeuble, les critères n'existent pas, donc vous pouvez lui demander un avis, mais qui n'aura pas de valeur juridique. C'est juste un avis interne, et il vous dira d'ailleurs qu'il n'est pas certifié. Si vous lui posez la question, il vous le dira. Il n'est pas certifié énergétique parce qu'on ne connaît pas les points de contrôle obligatoires pour la certification énergétique. Donc, tous ceux qui se sont lancés dans des travaux sur la base d'avis de certificateurs non validés, donc qui n'appartiennent pas à une liste, effectivement, sont partis avec un diagnostic. Alors, qui peut être. En fait, si vous faites venir deux diagnostiqueurs dans l'immeuble, vous allez avoir deux classements différents. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est quand même dangereux, parce qu'il faudrait quand même avoir des certifications qui soient fiables et qui soient universelles. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pour les appartements, ce n'est pas trop grave. Si vous êtes en F et qu'on vous a classé en G, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas grave. Pour un immeuble, ça peut l'être, parce que derrière, ça peut déclencher des travaux à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et justement, le diagnostiqueur, lui, il fait un état des lieux et il fait des préconisations également. Alors, il est censé vous dire quels sont les points faibles, les endroits où effectivement il y a une déperdition d'énergie. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il est capable de nous dire, voilà, là vous êtes G. Si vous faites ça, vous serez E, par exemple. Est-ce Non, qu'ils sont capables de nous dire ça? non, il peut vous indiquer le classement où vous en êtes, mais il n'est pas en capacité de vous dire ce qu'il faut faire comme travaux. Ok. Ça, D'accord. ce sera plutôt de l'ordre d'un architecte si vous voulez faire une isolation extérieure. Alors, tout dépend. Si vous n'avez pas de chaufferie collective, vous n'avez aucun intérêt à faire un DPE énergétique de l'immeuble, puisque c'est la catégorie de chaque appartement qui vaudra, puisque vous n'avez pas de chauffage collectif. Donc, moi, à mon avis, vous êtes dans ce sens-là. Vous n'avez pas de chauffage collectif, Non, donc non, non, non. aucun intérêt de faire un diagnostic de l'immeuble, puisque ça n'aura aucun impact sur les appartements. Là où c'est intéressant, enfin, là où c'est en tout cas utile, c'est quand vous avez une chaufferie collective et que les appartements ne sont pas eux-mêmes isolés et que donc il faut imaginer d'isoler l'extérieur de l'immeuble. Puisqu'il y a les conduits d'eau chaude, enfin, les conduits, oui, d'eau chaude qui circulent dans tout l'immeuble, qui doivent être isolés. Et donc là, ce sont des dépenses charges communes. Ça n'a pas d'intérêt dans les appartements, puisque les appartements, même s'ils sont isolés, n'empêcheront pas la déperdition de l'immeuble. Mais quand on n'est pas en chaufferie collective, le diagnostic immeuble ne sert à rien. Strictement à rien. Oui, d'accord, d'accord. Ok. Ok, bon, c'est très clair. Merci. Ouais. Voilà pour les obligations. Il y avait juste un petit point. Nous, on a donc l'immeuble date de 87 et le règlement de copropriété est de la même date. Donc, on se posait la question un peu de la mise à jour parce que il y a évidemment des règles propres à la copropriété. Mais il y a le cadre général de la loi et en fait, on se dit que peut-être par endroit, notamment sur des questions éventuellement assurantielles ou de responsabilité, etc., il y a peut-être un écart qui s'est... On n'a qu'une seule obligation de modifier. Alors moi, j'ai des règlements de 1930 qui n'ont pas bougé.
Il n'y a aucune obligation de les mettre à jour parce que de toute façon, la loi s'applique. D'accord, Quoi qu'il oui. arrive, quoi que vous ayez mis dans votre règlement, la loi s'appliquera. Et en plus, vous avez intérêt à ne pas le modifier parce que à l'origine, il y avait un certain nombre de règles qui ont disparu dans les années 70-80 et qui sont revenues dans les années 90. Donc, modifier un règlement sur une loi qui va être éphémère, qui va durer 10 ans et qui va revenir en arrière, ça ne présente aucun intérêt parce qu'à chaque fois, vous passez par le notaire et vous devez verser 15 000 euros pour refaire Ouais. ce que vous aviez déjà bon au début. Donc là, il n'y a aucune obligation légale de modifier, de corriger un règlement de copropriété, à une exception près, quand il y a modification des tantièmes. Oui, bien sûr, Ouais. d'accord. Ouais. Vous avez une division de lot, par exemple, où vous avez un lot privatif qui devient charge commune. Là, il y a obligation qui devient une partie commune. Il y a obligation de modifier le tableau des tantièmes et là, il y a obligation, effectivement, de modifier le règlement. Mais sans D'accord. passer par un notaire, parce que là, vous aurez l'avis d'un géomètre expert, vous pourrez voter en assemblée la modification et faire déposer le PV au bureau des hypothèques, ce qui ne vous coûtera que les frais d'inscription, en général 150 euros. Mhm. Mais par contre, il ne faut pas le déclarer comme étant un modificatif, il faut le déclarer comme étant une annexe. Ah oui, Une annexe au d'accord. règlement. Ce qui est le cas, c'est une annexe au règlement puisque vous ajoutez quelque chose a posteriori. Oui, oui, d'accord. Et c'est le seul cas de figure où vous avez l'obligation de modifier, effectivement, de mettre à jour le règlement. Très bien. Entendu. Bon, ça nous rassure, Oui. c'est très clair, ça nous rassure. Oui. En tout Bon, cas, bah, très bien. ok. Et On puis est là pour ça, pour vous rassurer, pour vous donner des Ah, non, non, informations. mais merci parce que c'est vraiment très clair. Ça nous a apporté plein d'éléments et effectivement, ça nous conforte dans le fait que il y a des choses qu'on va peut-être améliorer et changer, mais on est encore dans les clous. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment de la profession, donc ça nous rassure d'avoir quelqu'un. Il n'y a aucun de nous qui est calé en copropriété. On fait les choses le plus honnêtement possible et on n'est pas loin, donc on est assez content. Voilà, ça nous rassure. Ben, c'est très bien. Alors, vous avez d'autres questions? Non, ça va. pour Non, l'instant, je pense que c'est clair. Donc, je pense que voilà, on a mis 1 heure. Ben, c'est exactement le timing qui était prévu. Et si vous pouviez effectivement nous envoyer les lettres d'information à cette adresse mail, ça Je vous serait les envoie tout de parfait. suite. Je vous les envoie Merci tout de suite. beaucoup. Bonne Merci. journée. Au Très revoir. bonne journée, madame. Au revoir. Merci.